Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Quel bilan pour Bassirou Diomaye Faye? Après une année au pouvoir, l'heure est venue de faire les comptes pour celui qui promettait une rupture totale avec la gouvernance de son prédécesseur. Le projet d'accord minier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis ne fait pas l'unanimité. Si une partie de la population soutient l'idée, d'autres au contraire estiment qu'il s'agit d'un sacrifice des ressources du pays. Et dans le reste du monde, à Gaza, Israël poursuit ses bombardements. Le plus grand hôpital du sud du territoire a été attaqué, causant plusieurs morts et des blessés. Une élection historique qui avait suscité de nombreux espoirs. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Sans surprise, Ousmane Sonko, leader du PASTEF, est nommé Premier ministre. Ensemble, les deux hommes sont alors décidés à apporter un souffle nouveau au pays. Le pari a-t-il été relevé? Réponse dans ce sujet de notre correspondant Wahani Johnson-Sambou. Le 24 mars 2024, après de longs mois de tensions et d'incertitudes, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle au Sénégal. Une élection historique qui a suscité beaucoup d'espoir dans le pays. Mais un an après, les premiers actes laissent un sentiment mitigé. Le projet, c'est zéro faute. Nous avons confiance que ça va marcher, mais il faut qu'ils acceptent les critiques, parce que les critiques ont un côté positif en ce sens qu'elles vous permettent de vous améliorer. Nous n'avons rien vu des promesses du gouvernement. Il nous avait demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu'il y aurait du travail, mais nous n'avons encore rien vu. Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie pourtant les actes forts. Réduction des denrées alimentaires, assise de la justice, audit de l'administration, mesures pour relancer l'agriculture. Mais c'est loin du compte selon cet opposant. Il s'agit effectivement d'une déception. Par rapport à leur document référentiel, il n'y a aucun projet actuellement qu'ils ont lancé qui effectivement émane de leur référentiel appelé Sénégal Vision 2050. Il y a gros à faire. Je pense que pour le moment, il faut d'abord trouver des mécanismes pour relancer notre économie. Dans cette perspective de relance économique, justement, le gouvernement d'Ousmane Sonko a déjà lancé une grosse purge pour assainir l'administration et optimiser les finances publiques. Des mesures que salue cet analyste en dépit des critiques. Moi, je considère que le bilan est généralement positif. Quand on voit en termes de loi, la justice qui était un peu un maillon faible et qui a été beaucoup décriée, il a organisé les assises de la justice. Aujourd'hui, le rapport que certains Sénégalais ont avec l'argent public, mais franchement, ce n'est pas un très bon rapport. Les gens détournent à tout va et il est bon les actes qu'ils sont en train de poser, laisser le pôle judiciaire financier sanctionner. Mais quel que soit le bilan de cette première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais attendent encore plus de son régime, autant sur le plan économique que social. Une partie de la jeunesse de Goma dit non au projet d'accord minier avec les États-Unis. Ce lundi, ils se sont rassemblés pour contester cet accord qui est, selon eux, un sacrifice des ressources congolaises en échange de promesses de sécurité. D'un autre côté, de nombreux habitants estiment que ce projet est un pas concret vers le processus de paix tant attendu dans l'est du pays. Les détails avec notre correspondante Malaïka Élysée. Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de Goma ce lundi matin pour exprimer leur opposition à l'accord minier récemment annoncé entre Kinshasa et Washington. Brandissant de calicots et scandant des chants appelant à la paix et à la souveraineté de la RDC, le manifestant dénonce ces partenariats qu'il considère comme une exploitation de ressources congolaises en échange de promesses de sécurité. Ces accords-là ne visent pas à développer le pays. Vous voyez les détournements qui se font tous les jours. Ce n'est pas avec un gouvernement comme ça qu'il faut signer des accords, surtout sur les minéraux. Et nous demandons au président Trump de cesser ça, parce que les États-Unis ne peuvent pas soutenir la dictature. Nous avons soutenu et voté pour ce président, mais il ne fait rien pour nous. Nous, les femmes et les filles, exigeons qu'il parte. Face à l'offensive dit M23, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé dans des déclarations récentes son intention de négocier un accord minier avec Washington en échange des garanties sécuritaires.
À Goma, certains Congolais estiment que cet accord pourrait être une occasion de stabiliser la région en proie aux violences depuis plus de 30 ans. Cet accord pourrait être bon, mais nous avons aussi besoin d'une paix durable. S'il peut vraiment apporter la paix, ce sera une bonne chose. Cette manifestation survient alors que l'Angola a annoncé ce lundi qu'elle cessait d'assurer la médiation de la crise entre la RDC et le Rwanda à la base de l'instabilité sécuritaire à l'est de la RDC. Dans un communiqué, la présidence angolaise a expliqué les efforts déjà fournis par le président Joao Lourenço, à qui l'Union africaine avait confié la responsabilité de mener la médiation du conflit entre la RDC et le Rwanda. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Après 2 mois de relative trêve, les attaques se font de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes dans la bande de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne s'en est pris au plus grand hôpital situé dans le sud, coûtant la vie à plusieurs personnes et causant un grand incendie. Selon le ministère de la Santé du territoire, la reprise des opérations militaires a fait plus de 500 morts en seulement une semaine. Les bombardements incessants d'Israël sur diverses localités de Gaza se poursuivent depuis dimanche soir. Ce lundi, le bilan s'élevait à 41 morts palestiniens selon les sources médicales de l'enclave. L'armée israélienne a frappé l'hôpital Nasser, le plus grand du sud de Gaza, à Khan Younes. Ce bombardement a provoqué un incendie majeur dans le bloc opératoire, tuant 2 personnes et faisant plus de 60 blessés. Le bâtiment des services de chirurgie a été bombardé et comme vous pouvez le voir, il y a des blessés parmi les membres du personnel médical. Nous avons au moins un martyr dont nous ne connaissons pas l'identité. 2 patients de l'hôpital sont morts, un adolescent de 16 ans ainsi qu'Ismail Barhoum, un membre du Hamas. Ce bombardement intervient alors que l'hôpital était submergé par l'afflux de blessés suite à une vague de frappes aériennes. Où sont les défenseurs des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des enfants? Regardez ces martyrs morts sur leur lit. Ces patients tués par un bombardement barbare dû à l'agression brutale d'un idiot nommé Netanyahou et d'un autre idiot nommé Trump. Depuis mardi dernier, plus de 700 Palestiniens ont été tués et plus de 1200 autres blessés lors d'une campagne aérienne surprise menée par Israël sur la bande de Gaza. Le bilan des victimes palestiniennes s'élève désormais à 50 041 morts et 113 000 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza. Elle est de retour dans son pays natal. Après avoir été élue présidente de la Commission internationale olympique, Kirstine Coventry est arrivée au Zimbabwe. Première femme à occuper ce poste à responsabilité et aussi première africaine. Elle a été accueillie comme une héroïne. Kirstine Coventry a été accueillie en grande pompe dimanche dans son pays natal, le Zimbabwe, après son élection en tant que 10e présidente du Comité international olympique. À 41 ans, elle devient la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'institution, après avoir surpassé 6 autres candidats. Pendant la campagne, j'ai beaucoup insisté sur le fait d'être la meilleure personne. Pas sur le sexe, pas sur le continent. Mais maintenant, je suis vraiment très fière que nous puissions dire que nous sommes le premier Zimbabwéen, le premier Africain et la première femme à ce poste. Nous avons fait tomber tant de barrières lors de ce vote et je remercie tous mes collègues du CIO pour leur confiance. Ce mandat s'annonce passionnant. Sa victoire a réussi à rassembler les Zimbabwéens, y compris ceux qui lui reprochaient d'avoir accepté un poste ministériel sous la présidence d'Emerson Mnangagwa. Pour de nombreuses femmes, son ascension envoie un message fort. Kirstine, vous avez placé le Zimbabwe sur la scène mondiale. Nous sommes si heureuses. Nous serons à vos côtés. Nous vous soutiendrons. Et nous savons que ce n'est pas seulement une victoire personnelle. Afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions, Kirstine Coventry va démissionner de son poste de ministre des Sports et s'installer à Lausanne, en Suisse, où se trouve le siège du CIO. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir.
Lancement officiel de la campagne électorale pour la présidentielle au Gabon. Ils sont finalement 8 candidats en lice pour la magistrature suprême. Et parmi eux, Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la transition. À 36 ans, Zenaba Ninga Channing est la plus jeune et la seule femme dans la course. L'Ouganda lance une campagne de vaccination contre la malaria, l'une des principales causes de décès au niveau national. Le pays a déjà reçu plus de 2 millions de doses du vaccin sur les 3 millions prévus au terme de cette campagne. La mode togolaise à l'honneur, le FIMO, le Festival international de la mode, fait son grand retour dans la capitale Lomé. Une édition 2025 qui sensibilisera aussi l'opinion à la lutte contre le cancer. Et c'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.